J'ai exposé ma fausse belle-fille devant mon fils au repas de Noël qui me doit me paie. Le téléphone de Sophie vibrait sur la table basse quand j'ai reconnu son visage. Pas celui qu'elle portait maintenant, souriant et parfait dans ma cuisine parisienne, préparant le repas de Noël avec mon fils. Non. Celui de l'homme qui avait détruit ma vie il y a 30 ans. Les mêmes yeux verts perçants. La même fossette au menton. Le même sourire calculateur qui cachait tant de mensonges. Mon sang s'est glacé dans mes veines tandis que je fixais cette femme que mon fils aimait, cette Sophie qui jouait si bien la belle fille attentionnée depuis 2 ans. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment n'avais-je pas vu plus tôt que cette perfection était un masque, que derrière ces attentions se cachait le même poison qui avait coulé dans les veines de Robert Mercier, l'escroc qui m'avait tout volé? Je me tenais dans l'embrasure de la porte du salon, invisible pour eux, observant Sophie rire avec mon fils Antoine dans la cuisine adjacente. 68 ans, et me voilà tremblante comme une feuille, le cœur battant si fort que je craignais qu'ils ne l'entendent. 30 années s'étaient écoulées depuis le jour où mon mari Michel s'était pendu dans notre garage, laissant un mot d'adieu griffonné à la hâte, parlant de faillite, de honte, de trahison. 30 ans depuis que j'avais découvert que notre entreprise familiale, 3 générations de travail acharné, avait été vidée de l'intérieur par son associé, ce Robert Mercier qui souriait lors des réunions familiales tout en falsifiant les comptes. La police n'avait jamais pu prouver quoi que ce soit. Les documents avaient disparu. Les témoins s'étaient rétractés. Et moi, veuve à 38 ans avec un fils de 8 ans à élever, j'avais dû reconstruire ma vie pierre par pierre. Mais aujourd'hui, le 24 décembre 2023, dans mon appartement du 16e arrondissement, le passé venait de me gifler en plein visage. Sophie se retourna vers moi avec ce sourire éclatant qui avait conquis mon fils, et je dus mobiliser toute ma force pour ne pas hurler. Pour ne pas la pointer du doigt et crier « Je sais qui tu es. Je sais qui était ton père. » Au lieu de cela, je souris faiblement et murmurai que j'allais me reposer un instant avant le dîner. Mon corps de vieille femme, que je jouais si bien ces derniers temps, me servit à merveille. Personne ne soupçonnerait qu'en ce moment même, mon cerveau fonctionnait à toute vitesse, analysant, planifiant, se souvenant. Dans ma chambre, je m'assis sur le bord du lit, les mains tremblantes. Les souvenirs affluaient comme une marée noire. Le procès civil que nous avions perdu. L'appartement que j'avais dû vendre. Les années de privation. Les nuits où je pleurais en silence pour qu'Antoine ne m'entende pas. Et surtout, l'image de Michel, mon Michel, pendu dans ce garage froid un matin de janvier. Robert Mercier était mort il y a 5 ans, avais-je appris par hasard. Un infarctus massif. Mais apparemment, son œuvre de destruction continuait à travers sa fille. Le téléphone de Sophie. Il était resté sur la table basse. Je pouvais le voir de ma chambre, brillant innocemment sous les lumières de Noël que Antoine avait installées la veille. Mon fils, mon précieux Antoine, maintenant architecte réputé à 43 ans, heureux et amoureux. Ou du moins le croyait-il. Une pensée glaciale traversa mon esprit, et si ce n'était pas un hasard? Et si cette relation était planifiée? Je me levai lentement, mes articulations craquant légèrement. Le rôle de la vieille dame fragile, je le jouais depuis des mois maintenant. Pas parce que je l'étais vraiment, mais parce que cela m'arrangeait. À 68 ans, j'avais appris que les gens sous-estiment systématiquement les femmes de mon âge. Nous devenons invisibles, inoffensives. Ils ne voient pas l'acuité de notre esprit, la force forgée par des décennies de survie. Ils voient des cheveux gris et des rides, et ils baissent leur garde. Je retournai dans le salon d'un pas chancelant, m'appuyant peut-être un peu plus que nécessaire sur ma canne. Sophie et Antoine riaient dans la cuisine, le bruit des casseroles couvrant mes mouvements. Le téléphone était là, déverrouillé. Elle avait été appelée quelques minutes plus tôt et ne l'avait pas refermé. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine alors que mes doigts se refermaient sur l'appareil. Je le glissai dans la poche de mon cardigan et me dirigeai vers ma chambre, feignant la fatigue. Une fois la porte fermée, mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient parfaitement stables tandis que je faisais défiler les messages. WhatsApp. Des conversations avec quelqu'un nommé simplement papa. Mais papa était mort depuis 5 ans. Ces messages dataient de 4 ans, juste avant son décès. Je commençais à lire, et avec chaque ligne, mon sang se glaçait davantage. Papa, tu as rencontré le fils Fontaine comme prévu? Sophie, oui. Il est exactement comme tu l'avais décrit.
Naïf. Romantique. Il est tombé amoureux en 3 rendez-vous. Papa, parfait ma chérie. N'oublie pas l'objectif. La vieille Fontaine a dû amasser une petite fortune avec son cabinet d'avocat après le suicide de son mari. Quand elle crèvera, tout ira au fils. Sophie, je sais papa. Patience. Je vais l'épouser. Nous récupérerons ce qui nous revient. Papa, bien. Elle nous a volé nos bénéfices avec ce procès interminable. Même si nous avons gagné, ça m'a coûté cher en avocat. Cette salope mérite de voir tout son argent nous revenir. Sophie, ne t'inquiète pas. Dans quelques années, je serai Madame Fontaine, et cet idiot d'Antoine signera tout ce que je voudrai. La vieille ne vivra pas éternellement. Je dus m'asseoir, la nausée me submergeant. Ce n'était donc pas mon imagination. C'était pire que tout ce que j'avais pu concevoir. Ma belle-fille parfaite était une prédatrice, formée par son père escroc, envoyée pour terminer le travail qu'il avait commencé. Pour me voler la seule chose qui me restait, mon fils. Mon héritage. Ma dignité. Je continuais à lire, message après message, découvrant l'étendue de leur complot. Des conversations sur mes habitudes, ma santé, mes finances. Des spéculations sur quand je mourrais. Des calculs sur la valeur de mon cabinet d'avocat que j'avais bâti à la sueur de mon front après la mort de Michel. Des plans pour manipuler Antoine, pour l'isoler de moi progressivement. Un message me fit particulièrement froid dans le dos. Sophie, hier, elle a parlé de modifier son testament. Elle veut créer une fondation pour des bourses juridiques. Papa, empêche ça à tout prix. Flatte-la, dis-lui qu'Antoine a besoin de cet argent pour agrandir son cabinet. Fais-lui croire que c'est pour son fils, pour ses petits-enfants futurs. Sophie, je gère. Je lui ai déjà parlé de notre projet de bébé. Elles font comme neige au soleil quand j'évoque des petits-enfants. Pathétique. Des larmes de rage coulaient sur mes joues. Comment osait-il ? Comment cette fille osait-elle jouer avec les espoirs de grand-maternité d'une femme seule ? J'avais effectivement modifié mon testament il y a 6 mois, cédant aux douces manipulations de Sophie. Tout irait à Antoine. Et donc, par extension, à elle si elle l'épousait. Je pris une profonde inspiration. La panique n'était pas une option. J'avais survécu à bien pire. J'avais reconstruit ma vie à partir de rien. J'avais élevé seul un fils merveilleux dans des conditions difficiles. J'avais bâti un cabinet d'avocats respecté. Claire Fontaine n'était pas une victime. Plus jamais. Les voix dans la cuisine me parvinrent, légères et insouciantes. Sophie qui racontait une anecdote amusante du bureau, Antoine qui riait. Il n'avait aucune idée de ce qui se tramait dans cette chambre. Aucune idée que la vieille dame fragile qu'ils croyaient manipuler était en train de devenir leur pire cauchemar. Je regardais le téléphone dans ma main. Les preuves étaient là, irréfutables. Mais ce n'était pas suffisant. Aller voir Antoine avec ses messages ? Il trouverait des excuses. Il me dirait que je ne comprenais pas le contexte, que Sophie avait changé, que c'était une vieille conversation. L'amour rend aveugle, et mon fils était éperdument amoureux. Non, il me fallait quelque chose de plus spectaculaire. Quelque chose d'irrévocable. Un plan commença à se former dans mon esprit, chaque pièce se mettant en place avec une précision chirurgicale. 30 ans de pratique juridique m'avaient appris que la vérité, même criante, n'était rien sans la bonne stratégie de présentation. Robert Mercier m'avait battu au tribunal parce qu'il contrôlait le récit. Cette fois, ce serait moi qui contrôlerais le récit. Cette fois, ce serait Sophie qui serait exposée, humiliée, détruite. Je me dirigeai vers mon ordinateur, celui qu'Antoine croyait que j'utilisais à peine, et ouvris plusieurs onglets. Les réseaux sociaux de Sophie. Son Instagram avec ses photos parfaites de couple. Son Facebook rempli de commentaires élogieux. Son LinkedIn qui affichait fièrement sa carrière en marketing digital. Quelle ironie. Elle qui maîtrisait si bien l'image publique allait voir cette même image se retourner contre elle. Un sourire lent, calculateur, se dessina sur mes lèvres. Le même sourire que j'arborais au tribunal quand je savais que j'avais gagné. Le repas de Noël allait être mémorable. Plus mémorable qu'il ne pouvait l'imaginer.
Le temps s'écoulait différemment maintenant. J'étais dans ma chambre depuis 20 minutes peut-être, mais cela semblait à la fois une éternité et un instant. Le téléphone de Sophie était encore dans ma main, chaud contre ma paume. Je devais le rendre avant qu'elle ne le cherche. Mais avant cela, je transférais les conversations les plus incriminantes vers un dossier sécurisé dans mon cloud. Capture d'écran après capture d'écran, je documentais systématiquement leur complot. Les messages où ils se moquaient de ma santé déclinante. Ceux où ils calculaient froidement ma valeur nette. Ceux où Sophie décrivait comment elle manipulait mon fils. Un message en particulier me frappa, daté de 3 ans auparavant, peu avant la mort de Robert. Papa, ma santé décline Sophie. Mon cœur lâche. Mais promets-moi de finir ce que j'ai commencé. Les fontaines m'ont fait perdre des années en procédure. Le mari était faible, il s'est suicidé comme un lâche. Mais la femme, elle est coriace. Prends-leur tout. C'est notre argent, celui qu'ils m'ont volé avec leurs accusations. Sophie, je te le promets papa. Je vais épouser Antoine, devenir l'héritière de tout ce qu'elle a bâti. Et quand elle mourra, nous aurons gagné. Elle ne saura jamais que sa belle-fille adorée était à vengeance finale. Ma respiration se bloqua. Vengeance finale. Ils avaient osé transformer ma vie, mon fils, en instrument de vengeance. Robert Mercier n'avait pas seulement volé notre entreprise et poussé Michel au suicide. Il avait aussi planifié de détruire ce qui restait de notre famille, même depuis sa tombe. Et Sophie, sa fille loyale, exécutait son plan avec une précision glaçante. Je sortis de ma chambre, le téléphone dissimulé dans ma poche. Dans la cuisine, Sophie me tournait le dos, concentrée sur la préparation du chapon. Antoine dressait la table avec soin, disposant nos plus belles assiettes. Il leva les yeux vers moi et sourit, ce sourire pur et honnête qui m'avait toujours rappelé son père. Maman, tu vas mieux? Tu avais l'air fatiguée tout à l'heure. Beaucoup mieux mon chéri. En fait, je me sens revigorée. Les fêtes ont cet effet sur moi. Sophie se retourna, son visage parfait illuminé par un sourire chaleureux. Si je n'avais pas lu ses messages, j'aurais continué à la croire, à penser qu'elle m'aimait sincèrement, qu'elle aimait mon fils sincèrement. Quelle actrice remarquable. Claire, venez voir. J'ai préparé votre dessert préféré. Le Paris-Brest, comme vous l'aimiez. Comme c'est attentionné ma chérie. Le mot ma chérie me brûla la langue comme du poison. Mais je souris, jouant mon propre rôle à la perfection. Je posai négligemment son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Oh Sophie, je crois que tu avais laissé ça sur la table. Je l'ai ramassé en passant. Merci Claire. Elle le prit sans méfiance, le glissant dans la poche arrière de son jean. Elle ne remarqua pas que je l'avais déverrouillé, que j'avais plongé dans ses secrets les plus sombres. Elle ne pouvait pas savoir que chaque sourire qu'elle m'offrait maintenant était comptabilisé, pesé, et qu'il servirait bientôt de preuve de sa duplicité. Le dîner serait servi dans 2 heures. 2 heures pour finaliser mon plan. 2 heures pour préparer le coup le plus spectaculaire de ma vie. Je regardais autour de moi, mon appartement parisien décoré avec goût pour Noël. L'arbre scintillant dans le coin du salon. Les guirlandes lumineuses. La table dressée pour 3. Dans quelques heures, cette scène de paix familiale exploserait en 1000 morceaux. Antoine se rapprocha de moi, passant un bras protecteur autour de mes épaules. Maman, je suis si heureux que nous soyons tous ensemble ce soir. Sophie et moi, nous voulions te parler de quelque chose d'important après le dîner. Mon cœur se serra. Allait-il annoncer leur fiançailles? Peut-être même une grossesse? L'ampleur de leur manipulation me donnait envie de vomir. Mais je souris doucement, tapotant sa main. Oh mon chéri, j'ai moi aussi quelque chose d'important à partager avec vous deux ce soir. Je crois que ce sera un Noël inoubliable. Si seulement il savait à quel point. Ma transformation commençait enfin. Après 30 ans d'attente, 30 ans de survie, 30 ans de reconstruction, j'allais enfin obtenir justice. Non seulement pour moi, mais pour Michel. Pour l'homme brisé qui s'était pendu dans un garage froid parce qu'il ne supportait pas la honte de la trahison. Pour le garçon de 8 ans qui avait dû grandir sans père. Pour toutes les nuits de solitude et de larmes. Cette fois, les Mercier ne gagneraient pas.
Cette fois, c'était mon tour de contrôler le jeu. Et contrairement à Robert, je n'aurais pas besoin de mentir, de falsifier, de manipuler. La vérité, exposée au bon moment, devant la bonne audience, avec la bonne stratégie, serait bien plus dévastatrice que n'importe quel mensonge. Sophie chantonnait dans la cuisine, inconsciente du fait que son monde était sur le point de s'effondrer. Antoine souriait, plein d'espoir pour son avenir. Et moi, la vieille dame qu'il croyait pouvoir manipuler, je me tenais au centre de leur bonheur factice, tenant tous les fils entre mes mains tremblantes d'anticipation. Le compte à rebours avait commencé. Dans 2 heures, la vérité éclaterait. Et cette fois, ce ne serait pas Claire Fontaine qui perdrait tout. Mes pensées tourbillonnaient tandis que je me retirais discrètement dans mon bureau. Cette pièce, avec ses étagères remplies de codes juridiques et de dossiers soigneusement classés, était mon sanctuaire. C'était ici que j'avais reconstruit ma carrière après la tragédie. Ici que j'avais étudié nuit après nuit pour passer le barreau après la mort de Michel. Ici que j'avais bâti, document par document, client par client, le cabinet qui nous avait permis de survivre. Je m'installais devant mon ordinateur, mes doigts volant sur le clavier avec une agilité qui aurait surpris ceux qui me voyaient comme une technophobe. Les jeunes sous-estiment toujours les compétences des personnes âgées. Ils oublient que nous avons vu naître l'ère numérique, que nous avons appris, adapté, évolué. Mon fils croyait que j'utilisais à peine mon téléphone. Sophie pensait que mes connaissances informatiques se limitaient aux emails. Ils allaient découvrir leur erreur. Je commençais par créer un compte temporaire, anonyme, sur plusieurs plateformes. Mes années de droit m'avaient aussi appris les subtilités de la protection de données, les failles des systèmes de sécurité, les angles morts de la loi. Je n'allais rien faire d'illégal, pas exactement. J'allais simplement exposer la vérité d'une manière que Sophie ne pourrait ni nier ni effacer. Les captures d'écran étaient transférées, organisées, annotées. Mais il me fallait plus. Il me fallait le contexte. Je plongeais dans mes propres archives, ressortant des boîtes poussiéreuses du placard. Les documents du procès contre Robert Mercier. Les articles de journaux sur le suicide de Michel. Les photos de notre entreprise familiale avant qu'elle ne soit détruite. Les lettres de créanciers. Le rapport du psychiatre qui avait examiné Michel 3 jours avant sa mort, notant sa détresse extrême liée à la trahison professionnelle. Et puis, je trouvais ce que je cherchais. Une photo de Robert Mercier, prise lors d'une réunion d'affaires il y a 35 ans. Ce sourire calculateur. Ses yeux verts. Cette fossette. À côté de lui, une jeune femme, son épouse de l'époque, tenant un bébé dans ses bras. Le bébé qui allait devenir Sophie. L'article de journal datait de 1988. Le titre me gifla, et l'entrepreneur Robert Mercier célèbre la naissance de sa fille unique. Fille unique. Sophie Mercier. Mais mon fils connaissait sa belle-fille sous le nom de Sophie Morel. Un mensonge de plus dans une cascade de tromperies. Elle avait changé de nom, probablement pour échapper à la réputation sulfureuse de son père dans les milieux d'affaires parisiens. Mais les documents officiels ne mentent pas. Je fouillais plus profondément, utilisant mes accès professionnels aux bases de données publiques. Là, dans les registres de l'état civil, la vérité brillait comme un phare. Sophie-Marie Mercier, née le 15 mars 1990, fille de Robert Mercier et de Martine Dubois. Mon cœur battait plus vite maintenant, non de peur, mais d'excitation. Chaque pièce du puzzle se mettait en place. Je scannais la photo, l'article, les documents. Je créais un montage chronologique, Robert Mercier en 1988 avec son bébé. Robert Mercier en 1994, signant les papiers qui allaient détruire notre entreprise. L'article sur le suicide de Michel en 1995. Les photos du procès en 1996. La nécrologie de Robert en 2019. Et enfin, des photos récentes de Sophie avec Antoine, extraites de ses propres réseaux sociaux, où elle posait comme l'incarnation de l'amour parfait. Mais j'avais besoin d'une arme finale. Quelque chose qui transformerait cette révélation en tsunami. Je retournai au message WhatsApp que j'avais sauvegardé. Il devait y avoir quelque chose de plus récent. Sophie ne pouvait pas avoir arrêté de communiquer avec quelqu'un après la mort de son père. Je scrutais ses contacts. Papa était là, mais inactif depuis 4 ans.
Cependant, un autre contact attira mon attention, monsieur avocat. J'ouvris la conversation et découvris des échanges récents, datant de la semaine précédente. Mon sang se glaça. Sophie, le contrat prénuptial est prêt? Antoine signe demain. Monsieur avocat, oui. Comme convenu, il semble standard mais les clauses en petits caractères vous donnent accès total à tous ses avoirs en cas de décès de sa mère dans les 5 ans suivant le mariage. Il ne lira pas les détails, ils font confiance. Sophie, parfait. La vieille ne tiendra pas 5 ans de toute façon. Son médecin dit qu'elle a des problèmes cardiaques. Le stress pourrait facilement. Monsieur avocat, ne mettez rien par écrit Sophie. Nous en avons déjà discuté. Sophie, désolée. J'oublie parfois. C'est juste que j'attends ce moment depuis si longtemps. Papa serait fier. Monsieur avocat, il le serait. Maintenant, concentrez-vous sur le dîner de Noël. Soyez la belle-fille parfaite. Après le mariage, tout sera simple. Mes mains tremblaient maintenant, mais pas de faiblesse. De rage pure. Ils planifiaient non seulement de me voler, mais ils attendaient activement ma mort. Ils parlaient de mon décès comme d'une simple formalité administrative. Le stress pourrait facilement. Elle avait été sur le point d'écrire quelque chose de terrible, j'en étais certaine. Quelque chose sur précipiter ma mort. Sur la provoquer. Ce n'était plus seulement une question de vengeance ou de justice. C'était une question de survie. Si je laissais Sophie épouser mon fils, je signais peut-être mon propre arrêt de mort. Un accident. Une crise cardiaque provoquée. Qui soupçonnerait la belle-fille dévouée? Je sauvegardai ces derniers messages, puis me penchai en arrière dans ma chaise. L'ampleur de leur complot me coupait le souffle. Ce n'était pas juste une histoire d'argent. C'était une vendetta intergénérationnelle, planifiée méticuleusement, exécutée avec une patience diabolique. Robert Mercier avait peut-être perdu le procès civil, mais il avait gagné la guerre en détruisant Michel et notre famille. Et maintenant, de sa tombe, il orchestrait la destruction finale à travers sa fille. Non. Je ne laisserai pas cela arriver. Pas après avoir tout reconstruit. Pas après avoir transformé la tragédie en force. Pas après avoir élevé seul un fils merveilleux malgré tout. Claire Fontaine n'allait pas devenir une victime une deuxième fois. Je consultai ma montre. 1h30 avant le dîner, le temps de mettre en place la phase finale de mon plan. J'ouvris le compte Instagram de Sophie. 92 000 abonnés. Elle était une influenceuse modérément populaire dans le domaine du lifestyle parisien. Ses posts montraient une vie parfaite, restaurants chics, voyages exotiques, moments romantiques avec Antoine. Chaque photo soigneusement filtrée, chaque légende optimisée pour l'engagement. Son image publique était son atout principal. Ce serait aussi son plus grand point faible. Je créai un document compilant tout, les captures d'écran des conversations avec son père, les messages avec l'avocat, la photo comparative montrant la ressemblance frappante entre elle et Robert Mercier, les documents d'état civil prouvant son vrai nom, un résumé de ce que son père avait fait à ma famille. Le tout organisé de manière claire, chronologique, irréfutable. Puis vint la partie technique. J'avais besoin d'accéder à son compte Instagram. Heureusement, Sophie faisait partie de ces personnes qui laissaient leur session ouverte sur tous leurs appareils. Quand elle était venue dîner la semaine précédente, je l'avais vue consulter Instagram sur son ordinateur portable, qu'elle avait laissé ouvert sur le canapé pendant qu'elle aidait Antoine en cuisine. J'avais mémorisé son mot de passe pendant qu'elle le tapait. C'était un avocat qui observait. De mon ordinateur, je me connectai à son compte. Le tableau de bord s'ouvrit devant moi. Des milliers de photos parfaites, de commentaires élogieux, de likes. Son monde virtuel soigneusement construit. J'hésitai un instant. Ce que j'allais faire était irréversible. Une fois lancé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais les mots résonnaient dans ma tête, quand la vieille crèvera. Le stress pourrait facilement. Papa serait fier. Non, aucune hésitation n'était permise. Je préparai un post. Pas n'importe quel post. Un carrousel. La première image, la photo de Robert Mercier tenant bébé Sophie en 1988, avec une légende simple, mon père, ma fierté. La deuxième image,
Capture d'écran du premier message où Sophie et Robert parlaient de cibler Antoine. La troisième, leur complot détaillé. La quatrième, les documents d'état civil prouvant qu'elle était Sophie Mercier, pas Morel. La cinquième, l'article sur le suicide de Michel et la destruction de notre entreprise. La sixième, les messages récents avec l'avocat évoquant ma mort. Et la légende. Je la rédigeai avec soin, utilisant mes années d'expérience au tribunal pour créer un récit implacable. Voici la vérité que je vous ai cachée. Je m'appelle Sophie Mercier, pas Morel. Mon père était Robert Mercier, l'homme qui a détruit la famille Fontaine il y a 30 ans, poussant Michel Fontaine au suicide après avoir volé leur entreprise. Depuis 3 ans, j'exécute la vengeance finale de mon père, séduire son fils Antoine pour récupérer l'héritage de sa mère. Chaque sourire était faux. Chaque je t'aime était calculé. J'attendais simplement que la vieille Claire meure pour tout prendre. Mais elle a découvert notre plan. Et maintenant, vous aussi. Joyeux Noël. Mes doigts hésitèrent au-dessus du bouton publier. Ce poste allait détruire Sophie. Il allait briser le cœur de mon fils. Il allait exposer notre famille à la curiosité publique. Mais il allait aussi révéler la vérité. Il allait me protéger. Il allait empêcher Antoine d'épouser une femme qui attendait activement ma mort. Je ne publiai pas immédiatement. J'enregistrai le post en brouillon, programmé pour être publié automatiquement à 20h30. Pendant le dîner de Noël. Au moment précis où nous serions tous les trois à table, où Sophie se sentirait en sécurité, triomphante, certaine que son plan fonctionnait parfaitement. Je fermai l'ordinateur et me levai, mes genoux craquant légèrement. Dans le miroir accroché au mur de mon bureau, je vis une femme de 68 ans aux cheveux gris soigneusement coiffés, aux vêtements élégants mais discrets, au visage marqué par les années mais aux yeux brillants d'une détermination féroce. Je ne ressemblais pas à une justicière. Je ressemblais à une grand-mère. C'était parfait. J'entendis Sophie rire dans la cuisine, le son léger et musical qui avait tant charmé mon fils. Dans quelques heures, ce rire se transformerait en cri. Sa vie parfaitement construite s'effondrerait en direct devant des milliers de spectateurs. Et mon fils, mon précieux Antoine, verrait enfin la vraie Sophie. Je retournai au salon, retrouvant ma démarche légèrement hésitante, mon rôle de vieille dame. Antoine sortit de la cuisine et m'embrassa sur la joue. Maman, encore 30 minutes et nous passons à table. Tu es prête pour un festin? Plus que prête mon chéri. Plus que prête. Sophie apparut derrière lui, portant un tablier avec un nœud parfait, ses joues rosies par la chaleur de la cuisine. L'image même de la perfection domestique. Claire, j'ai une surprise pour vous. J'ai trouvé une vieille photo de Michel dans un magazine d'architecture. Il avait l'air si distingué. Je l'ai fait encadrer pour vous. Elle me tendit un cadre élégant. À l'intérieur, effectivement, une photo de Michel lors d'une conférence professionnelle en 1992. Mon cœur se serra. Comment osait-elle? Comment osait-elle utiliser l'image de l'homme que son père avait détruit pour renforcer sa manipulation? Je pris le cadre, mes mains tremblantes, mais cette fois ce n'était pas du jeu. Oh Sophie. C'est tellement attentionné. Les larmes qui coulaient sur mes joues n'étaient pas feintes. Elles étaient de rage pure, contenues à grand-peine. Sophie me prit dans ses bras, me serrant contre elle, et je dus mobiliser toute ma volonté pour ne pas la repousser violemment. Je sais combien vous l'aimiez Claire. Et je veux que vous sachiez que je vous considère comme ma propre mère. Vraiment. Ma propre mère. Les mots me brûlèrent. Dans quelques heures, elle regretterait ses paroles. Dans quelques heures, le monde entier saurait qu'elle considérait sa future belle-mère comme un obstacle à éliminer. Antoine nous rejoignit, entourant de ses bras ces deux femmes. La scène était d'un pathétisme absurde. Nous étions là, enlacés comme une famille aimante, alors que sous la surface bouillonnait un plan de destruction mutuelle. Sauf que Sophie ne savait pas encore que son plan avait été découvert et retourné contre elle. Mais plus précieuse, dit Antoine avec émotion. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Si seulement il savait. Mais il saurait bientôt. Dans très exactement 2h27, pour être précise, son monde s'effondrerait.
Et malgré la douleur que cela me causait de briser le cœur de mon fils, je savais que c'était nécessaire. Mieux valait une douleur aiguë maintenant qu'une vie de manipulation, potentiellement, ma mort prématurée. Le dîner serait servi à 19h30. Le post serait publié à 20h30. J'avais calculé le timing parfaitement. Nous aurions eu le temps de nous installer, de commencer à manger, de nous détendre. Sophie se sentirait confortable, victorieuse. Antoine serait détendu, heureux. Et puis, les téléphones commenceraient à vibrer. Les notifications exploseraient. Et l'enfer se déchaînerait dans mon appartement parisien décoré pour Noël. Une partie de moi se demandait si j'allais trop loin. Si exposer publiquement Sophie sur ses propres réseaux sociaux n'était pas excessif. Mais ensuite je me souvenais, le stress pourrait facilement. Elle envisageait de provoquer ma mort. Non, rien n'était excessif face à cela. Je me dirigeais vers ma chambre une dernière fois avant le dîner, prétextant vouloir me changer. Dans le miroir, j'ajustais ma tenue. Un ensemble élégant, digne, celui que je portais pour les grandes occasions. Parce que c'était une grande occasion. C'était le soir où je récupérais ma dignité. Où je vengeais Michel. Où je sauvais mon fils d'un mariage désastreux. Mon téléphone vibra. Un message de mon notaire, en réponse à l'email que je lui avais envoyé plus tôt dans l'après-midi pendant que Sophie préparait le repas. Madame Fontaine, comme vous l'avez demandé, j'ai préparé les documents pour la modification d'urgence de votre testament. Tout peut être signé dès demain matin si vous confirmez. Le trust que vous avez créé protégera vos actifs et votre fils recevra l'héritage uniquement sous les conditions que vous avez spécifiées. Sophie Mercier-Morel n'aura accès à rien. Je souris. Mon plan avait plusieurs niveaux. L'exposition publique de Sophie n'était que le premier acte. Mais j'avais aussi pris des mesures légales concrètes. Mon testament modifié stipulait désormais qu'Antoine n'hériterait que s'il rompait toute relation avec Sophie. Si jamais il l'épousait malgré tout, l'intégralité de ma fortune irait à des œuvres caritatives. C'était brutal, mais nécessaire. De plus, j'avais contacté mes propres avocats concernant le contrat prénuptial que Sophie et son avocat véreux avaient préparé. Ils l'avaient décortiqué et trouvé non seulement les clauses cachées mais aussi plusieurs illégalités. Ce contrat ne vaudrait rien devant un tribunal. En fait, il pourrait même être utilisé comme preuve de fraude. J'avais déjà préparé une plainte pénale, prête à être déposée si nécessaire. Sophie Mercier avait sous-estimé sa cible. Elle avait vu une vieille dame et supposé de la faiblesse. Elle n'avait pas réalisé que cette vieille dame était une avocate chevronnée avec des décennies d'expérience, des contacts dans tous les domaines du droit, et une détermination forgée dans la tragédie. 19h15, 15 minutes avant le dîner. Je sortis de ma chambre. Dans le salon, la table était magnifiquement dressée. Les bougies créaient une ambiance chaleureuse. L'arbre de Noël scintillait. Le tableau de Michel nous regardait depuis son nouveau cadre. Un décor parfait pour une tragédie parfaite. Sophie apporta le chapon, son visage rayonnant de fierté culinaire. Antoine ouvrit une bouteille de champagne. Ils levèrent leur verre, heureux, insouciants. Je levai le mien, mon visage souriant mais mes yeux calculant chaque seconde qui nous rapprochait du moment de vérité. À la famille, dit Antoine. À la famille, répéta Sophie, me regardant droit dans les yeux avec ce qui semblait être de l'affection sincère. À la vérité, murmurai-je, si doucement que personne ne comprit vraiment. Nous trinquâmes. Le cristal tinta joliment. Le champagne pétilla sur ma langue. Et l'horloge continuait de tourner, inexorablement, vers 20h30. Le repas commença dans une atmosphère de gaieté forcée. Sophie racontait une anecdote du bureau, comment elle avait géré une crise de communication pour un client important. Antoine l'écoutait avec admiration, intervenant parfois pour ajouter un commentaire. Moi, je les observais comme un scientifique observe une expérience, notant chaque détail, chaque micro-expression. À 19h45, Sophie se leva pour aller chercher le plat principal. Je vis son téléphone sur la table, face vers le bas. Dans 45 minutes, cet appareil exploserait de notifications. Des milliers de messages, de commentaires, de partages. Son monde qui implosait dans sa poche. Antoine se pencha vers moi, sa voix basse et émue.
Maman, je voulais te remercier. Pour tout. Pour m'avoir élevée seule. Pour avoir reconstruit notre vie. Je sais que ça n'a pas été facile après la mort de papa. Mais regarde-nous maintenant, nous sommes heureux. Tu as Sophie dans ta vie. Nous allons former une vraie famille. Chaque mot était un coup de poignard. Mon fils, mon précieux fils, qui me remerciait d'avoir amené dans sa vie la fille de l'homme qui avait tué son père. L'ironie était presque insupportable. Mon chéri, répondis-je en lui prenant la main, tu mérites toute la vérité. Et tu l'auras. Ce soir, tout sera révélé. Il rit, pensant que je parlais de l'annonce qu'il voulait me faire. Toi aussi tu as des secrets? C'est une vraie soirée de surprise alors. Plus que tu ne peux l'imaginer. Sophie revint avec le plat principal, et nous nous servimes. La nourriture était excellente, je devais le reconnaître. Sophie avait du talent. Dommage qu'elle l'ait utilisé au service d'une manipulation élaborée plutôt que pour des fins honnêtes. 20 heures, mon cœur battait plus vite maintenant. 30 minutes. Je consultais discrètement mon téléphone sous la table. Le poste était toujours en attente, programmé, prêt à exploser dans le monde virtuel de Sophie. J'avais ajouté un dernier détail ce matin, le tag des médias qui s'intéressaient au scandale, des blogueurs spécialisés dans les exposés d'influenceurs. Je voulais m'assurer que ce poste ne passerait pas inaperçu. Antoine leva son verre de nouveau. Avant le dessert, Sophie et moi voulions vous annoncer quelque chose. Maman, nous allons nous marier. Officiellement. J'ai demandé Sophie en mariage il y a une semaine, et elle a dit oui. Il sortit une petite boîte de sa poche, révélant un magnifique solitaire. Sophie tendit sa main, et effectivement, la bague brillait à son doigt. Mon sang se glaça. Le timing était encore plus serré que je ne le pensais. Ils avaient déjà franchi cette étape. Heureusement que j'avais agi aujourd'hui. Si j'avais attendu plus longtemps. Oh mes chéris, dis-je d'une voix que je maintins stable par pure volonté. C'est une grande nouvelle. Nous voulions le faire officiellement en janvier, continua Antoine, son visage radieux. Nous avons déjà fixé la date. Le 15 janvier. Une petite cérémonie intime. Juste la famille proche. 22 jours. Il voulait se marier dans 22 jours. Mon testament modifié n'était pas encore finalisé. Le contrat prénuptial frauduleux n'avait pas encore été déposé au tribunal. Si je n'avais pas découvert le téléphone de Sophie aujourd'hui, dans 22 jours, elle serait devenue officiellement ma belle-fille, et le piège se serait refermé sur nous tous. Sophie me regardait, attendant ma réaction. Ses yeux verts de prédatrice jaugeaient si j'allais accepter docilement ou causer des problèmes. Elle me vit sourire faiblement, et son visage se détendit. Elle pensait avoir gagné. Vous me comblez de joie, murmurai-je. Vraiment. 20h15, 15 minutes. Je sentis mes mains devenir moites. Malgré ma détermination, malgré ma certitude que j'agissais correctement, une partie de moi tremblait devant ce que j'avais mis en mouvement. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Le poste était programmé, le compte à rebours lancé. Antoine commença à parler de leur plan, la cérémonie à la mairie du 16e arrondissement, le déjeuner dans un restaurant étoilé, la lune de miel aux Maldives. Sophie ajoutait des détails, décrivant sa robe de mariée rêvée, les fleurs qu'elle voulait. Ils construisaient leur château de cartes, ignorant que dans quelques minutes, un vent de tempête allait tout balayer. 20h25, 5 minutes.